Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux malgré la fin de journée et la fatigue qui commence à s'installer. D'autant plus que là maintenant on va parler d'accélération. Bon, soyez rassurés, hein, vous restez dans le fauteuil, c'est bon. On va parler d'accélération de vos livraisons d'API, vos livraisons de microservices, voilà, avec effectivement un outil. Ça va être un Tools in Action, donc je dois avoir 5 slides et tout. Et après c'est de la démo, l'outil Microx. Alors, avant de parler d'accélération, je voulais d'abord évoquer en fait les situations qui font que aujourd'hui, justement, votre cycle de livraison d'API peut être freiné. Des situations que vous avez sûrement déjà rencontrées. L'exemple typique, c'est vous avez fini votre dev, mais vous devez attendre le copain qui livre le back-end, le front-end, enfin le microservice pour continuer à travailler. Vous avez déjà rencontré cette situation-là? Ouais. Deuxième situation, vous avez fini le dev, c'est bon, mais on vous dit, le métier a revu les specs et là, il faut que vous changiez le nom des attributs parce que c'est pas tout à fait conforme, c'est pas homogène. Il faut tout refaire. Déjà rencontré. Merci. Troisième situation, votre soft, il y a tellement de dépendances qu'en fait, c'est super compliqué, voire impossible de tout installer. Et c'est l'enfer de l'intégration parce que des microservices partout, parce que tout le monde s'attend. Déjà rencontré. Puis peut-être la dernière situation, c'est voilà, vous avez livré la version 1.4 de l'API, vous êtes super content, mais vous vous rendez compte qu'il y a un breaking change. En fait, elle devait être compatible ascendante avec la 1.3 et puis elle ne l'est pas. Mais vous le voyez au dernier moment, c'est réalisé. Donc, si vous avez rencontré ces situations, voilà, c'est le genre de problème auquel j'ai essayé de m'attaquer avec Microx. Hop. Alors, quelques mots sur moi. Moi, je suis Laurent, donc Open Source Addict depuis tout petit. Microx, c'est un projet 100% open source. Et puis, je suis aussi un architecte cloud native qui a fait beaucoup de cloud native chez des vendeurs cloud, et puis qui avant ça a eu une expérience un peu plus de 10 ans dans tout ce qui était financial services, donc banque, assurance, avec des contextes où il y a beaucoup d'équipes qui travaillent ensemble, où il y a plus de 10 ans on parlait de SOA, on commençait déjà à parler de EDA, on parlait d'accostage avec des partenaires, donc j'ai vécu de près tout cet enfer de l'intégration et des myriades de composants à assembler. D'un point de vue technique, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est bien sûr API, les specs API, Kubernetes. Hein, c'est vraiment aussi un projet qui est venu de ma découverte de Kubernetes et de ce monde des microservices. Et puis j'aime tout ce qui est relatif à l'intégration. Et puis derrière, le facteur commun derrière tout ça, c'est les humains, parce que tout ça sont des thématiques où souvent en fait, le sujet est tellement large qu'on ne peut pas tout seul adresser tout du sol au plafond. Et on a besoin en fait de revoir la façon dont on travaille avec les autres pour justement créer des nouveaux flows, revoir son workflow pour justement délivrer plus rapidement. Donc c'est vraiment la partie qui m'intéresse. Sur une note personnelle, j'aime les petits humains aussi, j'en élève pas mal, avec le jardin et de la bonne nourriture. Alors aujourd'hui, je vous parle de ce projet, Microx, donc Open Source Kubernetes, un tool pour moquer et tester des API. Alors, je ne vais pas vous faire la genèse complète, mais c'est un projet que j'ai initié il y a un peu plus de 6 ans. Les premières lignes de code, en fait, ont été faites il y a un peu plus de 6 ans parce qu'effectivement, j'étais déjà confronté à ces problèmes. Et puis, on avait parlé de SOAP, on voyait des API REST. Je commençais déjà à travailler sur GraphQL, à voir poindre du nez gRPC. Je me suis dit, tout ça, ce sont des strates qui vont s'empiler. Et en fait, ce qui serait top, ce serait d'avoir une approche unique, uniforme, pour gérer toute cette complexité qui va rester là encore pendant des années, en fait, au niveau de notre patrimoine d'entreprise. Donc vraiment, c'est l'idée. C'est un side project qui a démarré il y a un peu plus de 6 ans, où on a des choses qui sont production ready avec des gens qui l'utilisent en prod depuis 2 ans maintenant. Et puis, breaking news, depuis le début de ce mois-ci, je suis très content parce que ce qui était d'abord un side project est devenu maintenant un boulot à temps plein, en fait. Microx est sponsorisé par Postman, par la division qui s'appelle Postman Open Technology, donc une division qui sponsorise tout un tas d'initiatives open source, OpenAPI, GraphQL Foundation, Async API, et maintenant un outillage de tooling Microx. Alors, il n'y a rien qui change à proprement parler, toujours open source, 100% open source, sauf que effectivement, maintenant, je peux m'y consacrer à temps plein. Et ça, c'est top. Donc c'est le slide un petit peu marketing, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est open. Voilà, c'est vraiment la vocation du projet. Alors, avant de rentrer dans la démo, juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'on cherche à faire avec Microx. Donc, on sait que quand on s'adresse aux API, il y a un tas de challenges à résoudre.
La gouvernance, la sécurité, choisir une gateway, appliquer des policies, créer une sandbox, avoir un dev portal, ce genre de choses, plein de choses à faire. On se concentre, nous, sur vraiment 3 problématiques. La première, c'est la business experience. Ce qu'on cherche à faire avec Microx, c'est vraiment raccourcir en fait la boucle de rétroaction. Le moment entre, l'écart de temps entre le moment où vous avez l'idée de l'API, où le product owner en fait a une idée d'un API, et le moment où il a en fait un retour, une simulation qui permet de lui dire ouais c'est bon, ça peut marcher, ou non, ça ne va pas satisfaire mes besoins, et il faut que je recommence, que je réitère sur mon design. Donc vraiment avoir un temps très très court. Le deuxième point, c'est vraiment la dev expérience, parce qu'on sait tous voilà, qu'on veut paralléliser les développements, et puis c'est hyper compliqué parfois de se créer son environnement de test. Et donc avec Microx, ce qu'on va chercher à faire, c'est voilà, vous donner la possibilité de créer on-demand vos environnements de test avec les dépendances, les API dont vous avez besoin, configurés comme vous le souhaitez pour gagner en vélocité de développement, gagner en facilité pour vous permettre de valider vite, tester vite, plus vite qu'auparavant. Et puis le dernier point, c'est l'aspect effectivement sécurisation de votre delivery avec Microx. On va chercher à valider votre implémentation. Et ceci afin d'être sûr que quand vous livrez la 1.4, eh ben celle-ci est toujours compatible avec la 1.3, la 1.2, la 1.1. Donc tous ces tests de conformance, en fait, on va pouvoir les automatiser, les rendre complètement automatiques, déclenchés, intégrés avec votre pipeline. Comment on fait ça? On se base sur un principe très simple. 2 choses, les contrats. Alors on parle de contrats d'API depuis des années, et leur pendant très pragmatique, les exemples. Et donc vraiment dans Microx, on va essayer d'utiliser ces contrats, ces exemples, puis de se dire des choses qu'on négligeait avant, où on laissait le programme générer des exemples pour nous, et toutes nos chaînes avaient toute la même valeur, tous nos entiers avaient la valeur 1, tous nos booléens étaient à trous. Là, ce qu'on va chercher à faire, ce qu'on va essayer de promouvoir, c'est vraiment d'avoir des contrats et des exemples tirés de la vraie vie. Parce que tout ça, ça va nous donner des attentes métiers, ça va donner des spécifications exécutables. Et donc, quand on aura ça, eh bien, Microx pourra les exploiter. Il pourra exploiter ce même dataset pour et à la fois générer des simulations intelligentes et à la fois avoir un jeu de test pour ensuite justement dérouler tous ces tests automatiques de conformance. Le dernier point, la dernière originalité de Microx, c'est que justement, on veut faire ça et on veut proposer en fait exactement la même approche pour tous les types d'API. Donc peut-être vos vieux web services SOAP si vous en avez toujours, vos Open API, mais aussi vos nouvelles API gRPC, GraphQL, et puis tout ce qui est async, tout ce qui est Cloud Event. Tout ça, en fait, on va pouvoir avoir la même approche homogène pour gérer en fait ces API dans Microx. On y va? Démo? C'est parti. Donc je suis sur une instance Microx, une instance toute vide. Alors vous voyez qu'il y a un portail, mais on peut l'utiliser aussi complètement en mode headless. C'est ce que font certains utilisateurs dans la communauté. Ils démarrent un Microx par exemple dans leur pipeline CI/CD et ils l'arrêtent à la fin. Ou ils ont une instance qui est toujours up and running qui leur permet de concentrer un petit peu toutes les définitions d'API de l'organisation. Donc on va avoir un référentiel d'API service. Et puis première chose que je vous propose de faire, c'est faire un petit tour. Alors pour faire un petit tour des fonctionnalités, on peut passer par le hub. Le hub, c'est le moyen d'échanger justement des contrats, des spécifications entre différentes instances de Microx. Et notamment, nous, on a nos samples qui sont disponibles ici. Donc, je peux prendre une API REST, la plus importante, l'API qui permet de gérer les pâtisseries. C'est fondamental, il vous en faut une. Et l'installer dans mon instance. Donc là, vous voyez le principe. Ça y est, j'ai une API ici, qui est là, qui est versionnée. Et puis, automatiquement, j'ai des endpoints qui ont été générés pour commencer à jouer avec cette API comme si elle était live, comme si elle était implémentée. Donc, j'en prends un tout basique, voilà, je me mets dans un navigateur et j'ai ma liste de pâtisseries. Alors, j'ai des fonctionnalités de dispatching dans Microx, des choses un peu smart. Donc, typiquement, effectivement, si vous avez mis des paramètres dans votre opération, si vous avez mis des paramètres dans votre query, des headers, eh bien, il sait en fait analyser tout ça pour inférer des règles de dispatching, des règles de routage, pour vous permettre justement de avoir en fait des mocks à la demande, récupérer le millefeuille quand vous voulez le millefeuille, gérer de la négociation de contenu quand c'est du REST, ces choses comme ça.
On peut continuer le tour avec, par exemple, un autre exemple. Par exemple, quand je veux faire du gRPC, c'est exactement la même démarche. Je peux installer un sample gRPC. Et là, je vais avoir un endpoint gRPC prêt à l'emploi qui est ici, avec voilà, un dispatcher qui a été généré et inféré pour moi, avec un endpoint gRPC que je peux utiliser, voilà, qui est ici. Et puis si j'utilise mon petit client favori pour faire un call gRPC, effectivement, j'ai ma réponse directement, comme si mon API existait. Donc la même chose en GraphQL, sachant qu'on essaye pour chaque typologie d'API, effectivement, d'implémenter toutes les spécificités. Donc, je parlais tout à l'heure de la négociation de contenu sur le reste. Sur le GraphQL, on va avoir par exemple tout ce qui est relatif à la sélection des attributs, à la possibilité de créer des requêtes composites avec des identifiants pour filtrer différents types, différents champs. Donc par exemple ici j'ai mon API voilà, qui me permet d'avoir mes différents films. Je peux là aussi requêter tous les films en demandant le rating, je le récupère ici, ou en enlevant le rating, j'ai plus de rating ici. Là, en fait, Microx va réutiliser vraiment le dataset pour coller en fait à la logique du protocole d'API que vous utilisez et vous permettre vraiment d'avoir quelque chose d'intelligent. Si ici je fais une requête composite en me demandant effectivement deux films avec un ensemble de champs de comparaison, ça, ce n'est pas forcément une requête que vous avez décrite complètement dans votre contrat, mais en fait, on sait inférer, réutiliser le dataset pour vous fournir deux films, le film 1, le film 2, avec les attributs que vous avez demandés. Donc ça, c'est vraiment l'aspect un petit peu intelligent du moteur de dispatching et de rendu de réponse. Donc, j'ai les API, elles n'ont pas encore été développées. Par contre, je peux commencer à jouer avec et puis donner un feedback rapide sur est-ce qu'elles me conviennent ou pas, est-ce que je dois réajuster le nom des attributs ou pas. Alors, on peut dérouler maintenant un cas un peu plus concret, un peu plus complet. Prenons le cas d'une API d'enregistrement d'utilisateurs. Donc, même pourquoi pas une API qui est utilisée pour Devox quand on enregistre les attendees ou les speakers. Donc on va faire une opération effectivement post, d'accord, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec Microx. Donc première chose, ça va être effectivement la simulation de cette API. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas aller chercher notre API dans le hub, c'est qu'on va l'importer. Dans Microx, on a cette notion d'importeur. Vous pouvez en fait le plugger à vos repositories Git, GitHub, GitLab. D'accord. Et lui, en fait, il va découvrir les API que vous avez et il va en fait les importer dans votre repository. Donc, je peux créer un nouvel importeur. D'accord. C'est mon API de registration des utilisateurs. Et là, voilà, je reprends celle-ci. Je crée mon importeur. Donc là, je vais poller le repository. Je vais découvrir une nouvelle API. Et j'ai ma user registration API qui est ici. D'accord. Alors, au passage, première chose, tout à l'heure, on a fait des get. C'est simple, les get, parce qu'on peut répondre des données plus ou moins statiques. Là, c'est une API qui présente un post. Et on va voir qu'on peut utiliser aussi des constructions avancées dans Microx pour justement, là aussi, faire des réponses post qui sont intelligentes. Notamment des réponses post qui vont soit générer des choses plus ou moins aléatoires, soit reprendre en fait des éléments du contenu de votre requête. D'accord. Donc je peux appeler tout à fait cette API là en utilisant ce endpoint ici. Je vais faire un curl, donc hop, je vais le faire un peu plus grand. Voilà. Et puis je passe en fait en data mon nom à moi, mon prénom, mon email à moi. Vous voyez, ce qui m'est retourné, c'est bien des éléments qui dépendent de ce que j'ai envoyé. Et puis des éléments qui sont générés, comme la date d'enregistrement, comme l'ID. Donc on a plein de fonctions comme ça pour générer des choses qui vont être très représentatives d'un point de vue business, qui vont être très représentatives du comportement de votre API. Alors, un deuxième point que je vais illustrer ici, dont on n'a pas parlé, c'est la partie test. D'accord ? C'est bien, j'ai un contrat d'API, il est là, il me permet de simuler. Maintenant, imaginons, j'ai déployé mon API. Donc, j'ai un cluster Kubernetes, un
cluster OpenShift. Et puis, j'ai effectivement mon application d'enregistrement d'utilisateur qui est ici, d'accord, qui est une magnifique application Quarkus. Ce que je vais pouvoir faire avec Microx, c'est tester en fait la conformité de cette application déployée. Je demande un nouveau test, je lui indique le endpoint, je lui indique en fait le runner. Le runner, c'est la stratégie en fait de test que je veux avoir par rapport à ce endpoint. Je peux avoir différentes stratégies. Si je veux aller plus ou moins profondément en termes de test, vous voyez, je peux même aussi réutiliser en fait des éléments qui viennent d'une collection Postman si je veux faire des choses très orientées business. Là, je vais simplement lui demander en fait de valider la conformité par rapport à un schéma OpenAPI. Et donc, je peux effectivement lancer un test. Lancer un test, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, j'ai appelé ce endpoint et puis j'ai tenté de l'appeler avec les différents éléments de mon dataset que je m'étais constitué. J'ai récupéré des réponses et j'ai validé que cette réponse, elle porte bien le bon code réponse, le bon content type, que le content type est valide par rapport à un schéma JSON qui était embarqué dans ma spec, que j'ai découvert dans mon repo Git, etc., etc. Donc vraiment, capacité à valider de façon automatique la conformité d'une API. Donc là, je l'ai fait manuellement, mais bien sûr, vous pouvez l'inclure pour déclencher ça dans votre pipeline, dans vos GitHub Actions, dans votre pipeline Jenkins, dans votre pipeline GitLab. On a différents plugins, différents niveaux d'intégration qui vous permettent de faire ça dans n'importe quel pipeline. Alors, maintenant, on va rendre les choses un peu plus complexes. Ça, c'est très bien, une API synchrone, bloquante. Maintenant, ce qu'on rencontre souvent dans les architectures, c'est toute cette partie asynchrone. Parce qu'effectivement, on cherche un couplage lâche entre nos composants, on est peut-être domain-driven, et donc, quand on sollicite et quand on enregistre un nouvel utilisateur, en fait, ce qu'on veut, c'est émettre un événement qui sera consommé par différents systèmes, peut-être pour envoyer un email de bienvenue, pour enregistrer dans le CRM, pour recalculer des avantages marketing d'un utilisateur, etc., etc. Et là, donc, on va introduire en fait un nouveau type d'API, qui est une API asynchrone. D'accord ? Donc API asynchrone, globalement, c'est très analogue avec une API synchrone, mais on va chercher à décrire le endpoint. Donc typiquement, le type de protocole, le type de broker qui sont utilisés, le channel, le topic, la partition qui vont être véritablement utilisés, et puis le format des données associées. Et pour ça, on va utiliser Async API. Qui ici a déjà entendu parler de Async API ? Ouais, c'est une belle majorité. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, globalement, Async API, c'est très analogue à OpenAPI, mais ça s'attache en fait à décrire toute cette partie event-driven. Donc on retrouve cette notion de channel et pas de pass. On retrouve des opérations qui sont publish ou subscribe. Et on a dans Async API la possibilité d'écrire des bindings, c'est-à-dire qu'il y a une partie abstraite, indépendante du protocole, et après on lui attache un ou plusieurs bindings pour dire ça ce sera du Kafka, ça ce sera du WebSocket, ça ce sera du RabbitMQ, par exemple. Et donc la chose sympa dans Microx, c'est que aujourd'hui en fait on supporte 6 bindings différents. Donc quelque part vous pouvez moquer une API asynchrone et tester une API asynchrone sur ces 6 protocoles, Kafka, MQTT, WebSocket, Rabbit, NAT ou Google PubSub. Alors je vous montre comment ça se passe. Même chose ici, en fait je vais créer un importeur. Voilà, ici, ça va être ma deuxième API, celle qui porte l'événement de sign-up. Et ça va être mon deuxième contrat. Je vais faire la même chose ici. Je vais découvrir mon API. Voilà, donc si je viens ici, j'ai une User Signed Up API avec un petit sigle, c'est une API asynchrone à base d'événements. Et puis on va voir que ici, j'ai découvert en fait un binding qui est un binding Kafka. Et donc ce que Microx a fait pour moi, c'est qu'à partir du moment où il a découvert cette API, il a créé en fait un nouveau topic. D'accord, et il se met en fait à simuler une consommation, une souscription, une production de messages. D'accord, donc vous en tant que développeur, dès que cette API a été découverte par Microx, eh bien vous pouvez vous
connecter au broker. Donc là, je vais me faire via un petit utilitaire. Et puis, vous allez voir que, effectivement, alors par défaut, ça doit être toutes les 10 secondes, voilà. Je vais recevoir un message qui là aussi peut être travaillé pour porter des parties aléatoires. Vous voyez ici, je génère une string random et ici, j'ai un simple timestamp. Voilà, donc là, je commence à en avoir. Et puis si je veux accélérer un peu les choses, je peux aller sur les propriétés de dispatch et puis dire 10 secondes, c'est bien trop long. Il me faut 3 secondes. Et là, voilà, toutes les 3 secondes, je vais recevoir un nouveau message. Donc vous voyez, ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai décrit mon contrat, où Microx a découvert en fait mon contrat dans mon Git, eh bien les développeurs qui sont censés développer la partie qui consommera ces événements, ils peuvent commencer tout de suite à travailler, pas besoin d'attendre que l'autre partie soit développée, que les événements soient éventuellement émis. Donc ça, c'est aussi super intéressant pour moquer des choses très complexes. Enfin, on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent par exemple dans un contexte IoT pour moquer des devices qui renvoient des signaux. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des véritables devices qui sont dispatchés un peu partout. On peut juste moquer tout ça avec Microx. Alors, il me reste quelques minutes. On va parler d'un dernier use case. Donc, vous vous souvenez de ce schéma-là. J'ai pas la toile, je vais me mettre là. Donc là, on a une interaction synchrone avec une API REST. On veut bien sûr qu'elle soit conforme au contrat, on doit valider ça. On a une interaction asynchrone, on veut que les événements produits soient conformes au contrat, on doit valider ça. Et ce qu'on veut surtout, c'est valider qu'on sait faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que quand on va solliciter notre API User Registration, effectivement, il y aura bien un message qui sera produit et qui sera cohérent avec l'input. Et bien ça, du coup, en utilisant la fonctionnalité test de Microx, c'est très facilement faisable quand on intègre tout ça dans un pipeline. Alors, je vais vous montrer ici un exemple de pipeline. Voilà, un pipeline Tekton, mais j'ai exactement le même pipeline qui est fait ici, en fait, dans GitLab. Et donc, typiquement, avec Microx, on va pouvoir faire ce genre de choses où, en fait, on a un pipeline où on va d'abord, alors, bien sûr, faire le check-out du code, faire le build, faire les tests unitaires, puis finalement déployer. J'ai un peu raccourci les choses ici. Et puis, on va pouvoir partir dans 2 branches. Une branche où on va lancer un test async API en demandant à Microx, va te connecter sur ce broker et regarde tous les événements qui arrivent, vérifie qu'ils soient bien conformes. Et puis une branche où on va solliciter la partie OpenAPI. Et donc, si vraiment on a vert des 2 côtés de la branche, ça veut bien dire qu'effectivement, on a en fait réussi à corréler le tout. On a une API synchrone qui fonctionne, qui est conforme, une API asynchrone qui a bien été déclenchée et qui a émis un événement conforme à la spécification. Donc ce genre de scénario complexe, ça devient assez simple effectivement à tester avec Microx. Alors si je reviens en plus côté API, vous allez voir que voilà, j'ai un test de conformité qui m'est testé, qui m'est évalué. J'ai mes petits tests qui sont là. Voilà, je vais avoir la même chose normalement côté user signed up si j'ai pas de voilà user signed up. Vous voyez, je me suis connecté à un endpoint Kafka et ici en fait j'ai bien vérifié que j'ai reçu un message qui correspondait, qui est conforme au schéma, qui correspondait en fait qui était la conséquence de la sollicitation de l'API synchrone. Donc voilà, ce genre de use case avancé, on peut le faire très facilement avec Microx. Il me reste quelques minutes pour conclure. Alors, vous avez vu, ce qu'on vient de faire, c'est effectivement les 2 use cases typiques sur lesquels on positionne Microx. L'idée, c'est vraiment de pouvoir transformer vos spécifications en mock live en quelques secondes et puis faire ça de façon très itérative. Donc une fois que vous l'avez plugué sur votre Git, effectivement tout ça s'est rafraîchi. Ça fait que tous vos développeurs possèdent toujours la dernière version des mocks up-to-date en phase avec les dernières spécifications, les derniers exemples, les derniers datasets qui ont été validés.
Et on fait ça de façon effectivement complètement homogène, quelle que soit la typologie d'API que vous utilisez. Donc ça, c'est vraiment la chose intéressante, c'est que voilà, il n'y a pas une distinction d'outils différents par type d'API. Vous faites tout rentrer, vous avez une vision complète sur votre patrimoine. Et donc, dès que ces endpoints sont disponibles, les consommateurs peuvent commencer à travailler. Et puis le deuxième, c'est voilà, vous voulez valider que votre implémentation elle est véritablement en phase alignée avec votre contrat. Et là, on a tout un tas de plugins pour vous permettre de déclencher, de mettre ça en place automatiquement dans votre pipeline CI/CD, et puis d'avoir vraiment aussi une historisation complète, une vue complète en fait sur tous vos tests, ce qui est passé, ce qui n'est pas passé, les headers, les payloads qui ont été retournés sur différents environnements, pour vous permettre aussi de pouvoir troubleshooter plus facilement. Chose aussi intéressante qu'on a rajoutée récemment, c'est toute cette partie dashboarding. Vous voyez, vous pouvez avoir une vision assez exhaustive de votre patrimoine, de tous les mocks qui sont invoqués, par qui, par quand, voire d'avoir une petite trimap avec un assessment sur tous vos risques de conformité, savoir un petit peu par domaine, par équipe, par produit, tout ça est configurable. Voilà, les niveaux de risque par rapport justement aux tests que vous avez réussi à faire passer ou pas sur vos différentes API. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi pour se donner des métriques et se donner des axes de progression sur cette partie test. Je conclus simplement sur un appel aux gentilles contributions. N'hésitez pas à essayer, à nous suivre. Venez discuter, on utilise Zulip comme système de chat. Voilà, et puis une petite étoile, ça fait jamais de mal. Si vous avez apprécié, si vous aimez, si vous dites pourquoi pas plus tard sur un autre projet. Et puis voilà, on recherche des gentils contributeurs. Donc surtout, n'hésitez pas. Merci à vous. Avez-vous des questions? J'ai une question. Alors la question est à propos de capacité de recording. Quand il dit recording par rapport à un endpoint déjà en prod, ou recording par rapport à la façon dont est sollicité les mocks, ou sont sollicités les mocks. Ouais, donc je m'attendais à cette question. Non, pas aujourd'hui, parce que vraiment aujourd'hui on a démarré sur une approche qui est peut-être puriste de dire contract first, effectivement, mais c'est effectivement des choses qui sont dans la roadmap, d'avoir une approche aussi par détection, voire par apprentissage de ce qui se passe réellement sur un trafic de prod pour éventuellement effectivement reconstituer un contrat. Donc c'est des choses qui sont identifiées, qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais qu'on va certainement explorer par la suite. Oui. Globalement, on fait du contract testing, plutôt drivé par le consumer. Sauf qu'effectivement, nous, le contract testing, il est totalement inféré depuis les contrats OpenAPI. Donc globalement, voilà, on peut faire la même chose, mais en automatique, totalement inféré à partir des contrats OpenAPI, Async API, gRPC, GraphQL, etc. Bien sûr, bien sûr. Et une chose, effectivement, sur laquelle je suis pas, j'ai pas beaucoup détaillé, c'est, enfin, j'ai pas détaillé du tout. Il y a une partie intéressante de Microx, c'est qu'en fait, on vous force pas à utiliser un et un seul type d'artefact. C'est-à-dire que vous pouvez recréer des datasets complets à partir de plusieurs artefacts. Donc typiquement, vous vous dites, ok, j'ai un contrat Swagger, mais j'ai utilisé, il y a telle équipe qui utilise une collection Postman, et puis j'ai une autre collection Postman, et en fait, nous, on sait récupérer tout ça, merger et recréer des datasets complets. Donc on a aussi des utilisateurs, par exemple, qui disent, moi j'utilise un Microx pour faire une sandbox pour mes partenaires, et j'ai que les exemples nominaux, ceux qui sont dans la spec OpenAPI, parce que voilà.
Mais après, sur d'autres environnements de QA, ben, je vais intégrer plein d'autres collections Postman différentes pour avoir des datasets plus ou moins complets, plus ou moins en phase aussi avec les databases que j'ai derrière. Ça reste quand même toujours un sujet. Mais on a cette souplesse-là, en tout cas. Ça a répondu à ta question? Ouais, merci. C'est fini. De toute façon, je suis dispo encore après, donc n'hésitez pas. Merci.